16 h et votre maman vous a mis un petit goûter dans votre cartable. Vous le retirez de votre sac et vous voyez un paquet brandé Lu, comme à votre habitude. Mais d'où viennent ces deux lettres qui représentent un géant du monde du biscuit? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fabuleuse de Lu. Tout commence avec un couple en 1846. Jean-Romain Lefebvre et Pauline Isabelle Utile. Ce sont les initiales de leur nom qui donneront plus tard naissance à Lu. C'est simple, court, ça claque. Au début, c'est juste un tampon sur des biscuits. Mais sans le savoir, ils viennent de créer une marque légendaire. Dans les années 40, le couple quitte l'est de la France dont ils sont originaires pour s'installer à Nantes. Jean-Romain Lefebvre a pris de son métier de pâtissier plutôt au niveau de sa famille et de ses frères. Quant à Pauline Isabelle Utile, elle avait un caractère très fort, une âme d'entrepreneuse. Une âme d'entrepreneuse qui a fait évoluer la marque du côté stratégique et marketing. À Nantes, le couple veut faire connaître ses spécialités de sa région d'origine. Avec 2 ou 3 apprentis, il confectionne des macarons, des massepains et des biscuits de Reims. À l'époque, ce sont des gâteaux plutôt haut de gamme, appréciés par la bourgeoisie. Malheureusement, Jean-Romain Lefebvre décède en 1883. C'est donc la même année que Louis Lefebvre Utile, le fils cadet du couple, reprend l'activité à l'âge de 24 ans. Il n'a qu'une obsession, concurrencer les Anglais. De l'autre côté de la Manche, il crée des biscuits à la chaîne de manière industrielle et exporte partout en Europe. Louis a donc un objectif: transformer l'usine locale de ses parents en une marque nationale. À Nantes, il fait construire une usine à biscuits, équipée de machines dernier cri. Maintenant, la production est industrialisée. Par conséquent, de nouvelles variétés de biscuits sont sans cesse créées. Parmi eux, il y en a un qui va changer le destin de l'entreprise. En 1886, Louis invente le petit beurre. Vous le connaissez tous, le petit beurre. Je vais vous montrer les croquis originels qu'il a dessinés. C'est une allégorie du temps. Pourquoi c'est une allégorie du temps? Je vais vous montrer pourquoi. Vous allez voir, c'est franchement du génie. Pour commencer, le biscuit est conçu avec 4 angles, pour rappeler les 4 saisons de l'année, et de 52 petites dents pour les 52 semaines qui constituent cette dernière. De la même manière, les 24 points qui parsèment sa surface font référence aux 24 heures de la journée. Et pour finir, 8 petits beurres empilés conservent les proportions d'un petit beurre debout. Pourquoi ces 8 petits beurres? Car c'est simplement le nombre disponible dans un paquet. Toute cette ingénierie destinée à concurrencer les Anglais. Cependant, ce petit beurre dérange en France, et c'est Olibé, une entreprise de biscuits française de Bordeaux qui porte réclamation. Sans succès, car le tribunal prononce un non-lieu, ce qui entraînera quand même par la suite un changement du nom de petit beurre en véritable petit beurre. Nous reviendrons plus tard sur ce qui est devenu le petit beurre aujourd'hui, mais avant ça, toujours dans le même but de concurrencer les Anglais, Louis va créer la paille d'or. À l'origine, cette paille d'or n'est ni à la fraise, ni à la framboise, mais va être fourrée d'une ganache. Pourquoi je vous précise ça? Parce que Louis est un génie et qu'il a débauché un ingénieur anglais qui travaillait chez Huntley Palmer, une entreprise de biscuits anglais. Lui est un tel succès qu'il n'a plus rien à envier de ses concurrents, comme Olibé ou la biscuiterie nantaise, aujourd'hui BN. Mais son succès ne vient pas seulement du goût de ses biscuits, mais aussi de son marketing et surtout de ses boîtes métalliques très colorées pour l'époque. Le maître de l'art nouveau, Alphonse Mucha, dessine une réclame pour les gaufrettes. Et pour les petits beurres, l'illustrateur Firmin Bouisset dessine un écolier vêtu d'une cape et d'une croix du mérite mangeant un petit beurre. C'est ce qui inspirera à Lu des dizaines d'années plus tard le petit écolier, un biscuit que vous connaissez tous puisque c'est un petit beurre recouvert d'une nappe de chocolat avec le petit écolier tamponné dessus. Louis Lefebvre est un tel génie du marketing qu'il décidera même de faire construire un gigantesque phare Lu de 36 mètres de hauteur lors de l'exposition universelle de Paris en 1900. Lu est au top, mais plus pour longtemps. C'est bien évidemment la Première Guerre mondiale qui cause cette chute, car les usines Lu sont réquisitionnées pour créer du pain de guerre destiné aux soldats sur le front. Même pendant la guerre, le génie de Louis apparaît sur les tramways pour apporter un petit peu de douceur parmi tout ce chaos. À la fin du conflit, l'activité reprend. Cependant, l'entreprise est vieillissante, elle stagne, et ça, les concurrents l'ont bien compris. BN, par exemple, a bien compris que les gâteaux Lu haut de gamme n'avaient plus la cote. BN lance donc le casse-croûte. En 1922, un gâteau peu cher fait un carton, comme son goût d'ailleurs. Perso, j'adorais les casse-croûtes quand j'étais petit, même si je savais pas du tout comment ça s'appelait. Vous savez, c'est les gâteaux qu'on trempe dans le lait et qui disparaissent dans le lait. En fait, ils se détachent, ils finissent au fond de la tasse, c'est dégueulasse. Mais le fils de Louis commence à moderniser l'image de la marque, mais a du mal à s'imposer face à son père. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que Patrick Lefebvre Utile, 4e génération du nom, reprenne l'activité.
Il va vraiment moderniser l'entreprise. Il va commencer par arriver dans les grandes surfaces. Puis il va changer les illustrations par des photos sur les paquets. Raymond Loewy, un franco-américain qui a notamment modernisé le logo Shell et Canada Dry, aura pour mission de moderniser le logo LU, que l'on connaît tous aujourd'hui, avec ce fond rouge. Pour suivre face aux géants américains qui débarquent, LU doit grossir. Dans les années 60 et 70, c'est l'époque des fusions. Alors LU s'unit à d'autres biscuiteries françaises, comme Brun. L'entreprise familiale devient un grand groupe, General Biscuit. Malheureusement, Patrick Lefèvre Utile va, dans son essor de modernisation, perdre le contrôle de la marque dans les années 80 et ce sera donc la fin de l'aventure familiale en 1986. C'est la fin de l'indépendance. Le groupe General Biscuit est racheté par un autre géant français, Danone. Pendant 20 ans, tout va bien. Mais soudain, Danone décide de se recentrer sur les yaourts et l'eau. Franck Ribou, le patron de Danone, décide donc d'écarter LU de sa stratégie. Et c'est en 2007 que LU est vendu à l'américain Kraft Food, qui deviendra plus tard Mondelez International. Il faudra savoir que l'Amérique est pour certains un rêve, mais pour le monde de l'industrie française, c'est un gouffre. Des innovations, des usines qui donnent du travail à nos Français sont rachetées par les Américains et nos usines sont à leur merci. J'espère que vous comprenez pourquoi les employeurs militent pour éviter de se voir rachetés par les Américains et surtout de se voir licenciés. En France, c'est un séisme. LU, le fleuron national, le biscuit de Mucha et de l'écolier devient américain. Le champion français de l'industrie parapétrolière Technip se marie avec un Américain. Les entreprises Latécoère et Photonis. Safran est entré en négociation exclusive avec le fonds américain. C'est désormais acté, le Doliprane passera bien sous pavillon américain. Alstom, racheté par le géant américain. Il y a des craintes, des débats, des grèves. Est-ce la fin d'une histoire? Et ce n'est pas le seul défi. Comme tous les géants de l'agroalimentaire, Mondelez, la maison mère de LU, se retrouve dans le viseur des ONG, notamment sur les questions de l'huile de palme. Des rapports, notamment de Greenpeace, pointent du doigt la déforestation liée aux fournisseurs du groupe. C'est le paradoxe. Comment tu vends un biscuit doudou, un souvenir d'enfance, tout en gérant l'impact global sur l'environnement? C'est le grand défi de LU au XXIe siècle. Mais tout n'est pas perdu pour LU et son histoire, car pendant ce temps, à Nantes, l'usine historique du Quai de Baco, fermée depuis les années 80, est une friche. Que faire de la seule tour qui a survécu aux bombes? La détruire? Jamais. La ville de Nantes la restaure. L'ancienne usine devient un lieu unique. C'est un centre d'art contemporain, une salle de concert, un bar, un restaurant. Et même un hammam. C'est devenu l'un des endroits les plus branchés de la ville. Le symbole de l'industrie est devenu le symbole de la culture. Le phénix sur le dôme de la tour a enfin pris son sens. Parlons maintenant des gâteaux que vous connaissez tous et qui, vous allez le voir, n'ont pas forcément fait l'unanimité auprès des consommateurs français. Comme par exemple en 2008, les EO ou la clé des champs bio. Tellement bio que le prix en rayon explose. Ils sont vendus en moyenne 2,60 €, soit 2 fois le prix des biscuits traditionnels, ce qui est énorme. Mais si lui n'arrive pas à vendre de la nouveauté, alors ils vont réadapter des anciennes recettes qui ont déjà fait leurs preuves ou utiliser une technique commerciale qui consiste à mettre 2 marques sur le même paquet. C'est ce que l'on appelle du co-branding. Comme par exemple un incontournable de chez LU, les Mikado, associés à une autre marque de chez eux, les Daim, ce qui vont nous donner une masterclass. Des Mikado trempés dans du chocolat Daim, incroyable. Et aujourd'hui, que devient le fleuron de la marque, le petit beurre? Il faut savoir que c'est plus de 1 milliard de petits beurres fabriqués par an et environ 600 000 paquets par semaine qui sortent d'une usine LU. Comment concevoir un petit beurre ou un paquet de petits beurres? C'est ça. Les ingrédients arrivent par camion. C'est 120 tonnes de farine de blé ajoutées à d'autres ingrédients du gâteau. Des mottes de beurre de 25 kg broyés, mélangés à du sucre et à de la poudre de lait, ainsi que des arômes. Dans un bac comme celui-ci, il y a l'équivalent de 5000 paquets de gâteaux. C'est énorme. La pâte obtenue passe dans des moules aux formes du gâteau. Les restes de paquets sont récupérés puis réintégrés à la production. Rien n'est laissé au hasard, jusqu'à la cuisson du biscuit. Le gâteau passe dans différents fours pour avoir cette surcuisson sur les bords du biscuit. Vous savez, les petits angles qu'on casse à chaque fois les 4 saisons de l'année avant de manger, ils sont prévus pour être cassants. Mais la vraie question, c'est combien coûte un paquet de gâteau? On sait que c'est juste de la pâte, c'est rien un petit beurre. C'est environ 31 centimes d'euros coût de fabrication. La marque prend donc 10 à 15% du prix de vente. Ces chiffres datent un peu car anciennement le prix d'un paquet au kilo coûte 4,15 €. Aujourd'hui c'est plutôt 5,72 €. Mais sachant que LU vend environ 35 millions de paquets par an, la marque se fait 3 millions d'euros de bénéfices rien qu'avec ses petits beurres. Centenaires amortis depuis bien longtemps. Donc les coûts de R&D, donc recherche et développement, sont derrière eux. Ces bénéfices se répètent avec d'autres gâteaux de la marque. LU a une manière d'élargir sa gamme, une manière en somme toute simple, aussi racheter ses concurrents. Par conséquent, LU met la main sur des biscuits très connus comme Pépito,
la barquette, Mikado ou Prince. D'ailleurs, parlons des Princes. Moi perso, c'est des biscuits qui ont bercé mon enfance. Dans les années 80, le Prince de Lu est récupéré par la marque à une entreprise belge, un gâteau incontournable qui a agrandi le catalogue de Lu. Car à cette époque, leur objectif est d'augmenter les variétés en inventant aussi des nouveautés. Pour l'anecdote, c'est 4 paquets de Prince consommés chaque seconde en France. C'est colossal. Alors voilà, Lu c'est plus qu'une simple marque, c'est une idée. L'histoire d'un couple, la bonne idée d'accoler leur nom. L'histoire d'un visionnaire qui a mélangé l'art, l'industrie, le marketing. L'histoire d'une usine qui a brûlé, qui a été bombardée et qui est devenue un centre d'art. Aujourd'hui, l'entreprise est mondiale. Mais ce qui reste, c'est un rectangle doré, c'est 52 dents pour les semaines, c'est 24 points pour les heures. Ce qui reste, c'est le clac sec quand on le casse. Voilà ce qu'est Lu. Une tradition française. Merci de m'avoir écouté. C'était l'histoire de Lu. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Et salut à tous.